Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vendredi 1er novembre 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Course fauteuil présidentiel au sein de l'opposition, le parti Sawanya Frodebou avance d'ores et déjà 2 noms dont l'actuel président du dit parti. L'ONU et l'Union africaine appelées à prendre en main la question des Burundais réfugiés en Tanzanie et contraindre ce pays hôte à respecter leurs droits. Vous le suivrez et dans ce magazine, nous parlerons également éducation où les lauréats de certains établissements secondaires risquent de rater toute une année à cause du retard de leur ministère de tutelle dans l'octroi de leur diplôme de fin d'études. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza, Inès Gakiza et Fabrice Ndimurukundo sont de l'autre côté de la cabine technique. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où un cadavre d'un homme a été retrouvé le matin de ce vendredi sur la colline Muzima dans la localité appelée Buta. C'est en commune et province Bururi. La victime a été identifiée. Elle est originaire de la même colline et s'appelle Salvatore Niongabo. Son corps a été retrouvé non loin d'un bistrot de la localité. Bistrot dans lequel la victime avait passé sa soirée. Les sources sur place indiquent que la cause de cette mort n'est toujours pas connue. 3 personnes qui étaient avec le défunt dans le dit bistrot ont été arrêtées par la police pour raison d'enquête. Et en page droit de l'homme, l'arrestation des journalistes du groupe Iwachu a été effectuée sur violation de la loi burundaise. Position de l'action burundaise pour l'abolition de la torture ACAT Burundi. Dans une déclaration sortie ce 1er novembre, ACAT Burundi interpelle les juges qui ont pris la décision de maintenir en détention les journalistes d'Iwachu d'avoir le courage de respecter leur déontologie, leur rappelant que tôt ou tard, ils devront répondre de ces actes de violation de la loi. Maître Jean-Claude Ndiburumunsi, il est chargé du département juridique à l'ACAT. L'ACAT Burundi a appris avec indignation la confirmation de la détention préventive des journalistes du journal Iwachu. L'ACAT Burundi déplore aussi que les juges du tribunal de grande instance, soit en chambre de conseil, puissent prendre une décision si unique à ces journalistes qui ne se sont rendus à Bubanza que pour informer la population burundaise. Et au fond, l'ACAT Burundi déplore que le ministère public accuse les prévenus de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, alors qu'ils se rendaient à Bubanza que pour éclairer la population burundaise. ACAT Burundi regrette que la condamnation de ces journalistes s'inscrive dans le cadre du harcèlement des défenseurs des droits humains par la machine gouvernementale qui a été mise en place depuis la crise électorale de 2015. Il est inconcevable qu'un juge suffisamment appliqué puisse affirmer que les conditions posées par le Code de procédure pénale en son article 154 pouvaient lui permettre de maintenir en détention ces journalistes. Les journalistes ne devraient pas être confondus aux assaillants. Cet agissement du tribunal de grande instance de Bubanza prouve une fois de plus que la justice burundaise ne rend pas ses décisions conformément aux prescrits de la loi, mais plutôt aux ordres des autorités qui relèvent de l'exécutif. C'est la raison pour laquelle ACAT Burundi interpelle les magistrats et en particulier les juges qui vont connaître l'affaire en appel pour qu'ils aient le courage de dire le droit en rendant des décisions de justice en toute indépendance. ACAT Burundi demande aussi au gouvernement du Burundi de libérer sans condition les journalistes du moment que la justice ne dispose pas d'éléments matériels suffisants pour justifier la détention préventive, encore moins leur condamnation. Ces journalistes emprisonnés sont Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mhuzenzi, Egide Haririmana et leur chauffeur Adolphe Massabarakiza. Ils ont été appréhendés le 22 octobre à Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour faire un reportage. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine doivent prendre des mesures qui imposent le gouvernement tanzanien à respecter les droits des réfugiés. Réaction de Maître Vital Nshimirimana, défenseur des droits de l'homme. C'est après que le HCR ait sorti un rapport dénonçant la violation des droits des réfugiés faite par le gouvernement tanzanien. Suivez Maître Vital Nshimirimana, défenseur des droits de l'homme. Le mandat du HCR est de veiller à la protection internationale des réfugiés, à pourvoir à l'assistance humanitaire de ces derniers, ainsi qu'à contribuer à la recherche d'une solution durable pour les réfugiés. Pour le cas des réfugiés burundais en Tanzanie, on se trouve dans une situation où l'État d'accueil cherche à tout prix à les rapatrier de force en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement du Burundi au mois d'août de cette année. Donc, l'interprétation que nous faisons en rapport avec la déclaration du HCR, il revient à la communauté internationale dans l'ensemble, notamment l'Organisation des Nations Unies, à prendre des mesures sérieuses, des mesures appropriées, des mesures adéquates pour trouver une solution à une situation pareille, en contraignant notamment la Tanzanie à respecter ses obligations. Et en deuxième lieu, nous considérons qu'il revient aux États partenaires de la Tanzanie et aux organisations internationales auxquelles la Tanzanie appartient, notamment l'Organisation de l'Union africaine, et qui a également une convention en charge de la protection des réfugiés, et à faire pression à cet État et à le rappeler à l'ordre, parce que au cas contraire, ça risque de créer un précédent qui montrera que la communauté internationale est impuissante en cas de violation des droits internationaux des réfugiés. Page politique à présent, la démission de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, Michel Kafando, est un signe fort qui montre que le Burundi a recouvré la paix. Si en substance, la réaction du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, qui en a d'ailleurs profité pour préciser qu'au lieu de l'anéantir, comme plus d'un le pense, les moments difficiles que traverse le pays n'ont fait que fortifier leur parti. Suivez. Ce moment difficile nous rend plus forts. Toutes ces injures dont nous sommes victimes nous fortifient. Et malgré tout, nous restons calmes. Dieu nous demande de progresser car la bataille n'est pas la nôtre. Il combat toujours pour nous. Qui peut nous expliquer ce qui s'est passé par rapport à la décision de Kafando? Y a-t-il quelqu'un qui a pris l'avion en direction des Nations Unies pour demander qu'on nous débarrasse de Kafando? Ils ont constaté eux-mêmes que c'est aujourd'hui le moment opportun. La voix de Dieu leur a recommandé d'enlever tout ce qui peut montrer qu'il y a encore des tensions entre le Burundi, des tensions qui peuvent entacher les prochaines élections. La présence d'un médiateur est un signe éloquent qui montre qu'il y a un conflit. La décision de Kafando est donc un signe fort. C'est-à-dire que l'ONU vient de déclarer qu'il n'y a pas de conflit au Burundi, raison pour laquelle on n'a pas besoin d'un médiateur. Comment voulez-vous qu'ils le disent? Auriez-vous besoin qu'ils sortent des communiqués pour dire qu'il n'y a pas de conflit au Burundi et qu'on n'a pas donc besoin d'un médiateur? Le fait qu'ils ont pris la décision de nous débarrasser d'un médiateur, cela montre qu'il n'y a plus de parti en conflit. C'est vraiment un message fort. L'opposition burundaise, elle, ne partage pas du tout cet avis. Pour Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero ya Barundi, personne ne devrait se réjouir de cette démission car la crise persiste toujours au Burundi. Suivez. Je ne crois pas qu'il y ait personne qui en profite. Je pense que le gouvernement burundais ou le parti au pouvoir et leurs acolytes peuvent se dire qu'ils y gagnent, mais loin de là parce que quand vous êtes au destiné d'un pays et d'un peuple, vous devriez normalement être préoccupé par le sort de ce peuple, par le sort de vos dirigés. Or, vous savez que la crise qui s'écoule au Burundi depuis 2015 n'a pas
pas manquer de produire des conséquences fâcheuses sur la vie du peuple burundais, et cela dans tous les aspects, sur tous les aspects. Est-ce que réellement un gouvernement soucieux des intérêts de son peuple peut se dire que si la crise perdure, il tire profit de cela? Loin de là. Le parti au pouvoir, est-ce qu'il tire réellement profit de la situation qui s'enlise avec des conséquences que cela entraîne sur la vie de la population burundaise? Loin de là. Tassien Sibomana salue néanmoins l'acte de bravoure posé par Michel Kafando en quittant ses fonctions, vu qu'il ne pouvait pas réussir sa mission alors que la sous-région, la médiation et les organisations internationales n'ont jamais affiché la volonté de trouver solution à la crise burundaise. Encore une fois, Tassien Sibomana. Oui, nous l'avons appris avec regret, bien sûr, mais sans surprise, parce que ça fait la énième personnalité qui démissionne. Vous vous rappelez très bien que Mokapa a fait de même il n'y a pas longtemps. Ceci démontre à suffisance que des personnalités aussi respectées et respectables comme les ex-chefs d'État, dont Kafando et Mokapa, ne peuvent pas continuer à percevoir de l'argent indûment sans que les missions qui leur avaient été confiées puissent. Mais je dois d'ores et déjà le dire sans embâche, l'échec du processus de dialogue interburundais d'Arusha n'a pas échoué suite aux personnalités que je viens de citer, loin de là. L'échec du processus de dialogue interburundais tire son origine dans le manque de volonté du gouvernement burundais, du parti au pouvoir, qui n'ont jamais voulu dialoguer. Ça, c'est la première raison de l'échec. La deuxième raison, c'est le manque de volonté criant du président Museveni comme médiateur et des autres chefs d'État de la sous-région qui avaient promis à toute la communauté internationale et au peuple burundais qu'ils allaient aider jusqu'à contraindre le gouvernement burundais à rejoindre la table de négociation. Et la troisième et la dernière raison qui n'est pas des moindres, c'est la division au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que qui a fragilisé justement cet organe. Et je n'oublie pas non plus que l'Union africaine, même, parce que là aussi, même le peu de résolutions qu'elle avait prises n'ont jamais été mises en exécution. Et l'actualité politique, c'est aussi le parti Sarwania Frodebo qui est actuellement à la croisée des chemins. Les membres de ce parti ne convergent pas sur le parti politique à soutenir lors des présidentielles de 2020. Les uns préfèrent s'aligner derrière le CNDD-FDD alors que d'autres préfèrent le CNL. Une source de ce parti de Melchior Ndadaye affirme que la voie à suivre sera tracée par les élections internes du parti. Les détails avec Janvier Ninina Hanskoui. 2 noms ont été retenus par la commission du parti Sarwania Frodebo en charge de choisir le candidat de ce parti pour l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit de Pierre Claver Nahimana, jusqu'ici président du parti Sarwania Frodebo, et Léonce Ngendakumana, le numéro 2 de ce parti. Les informations qui filtrent du parti Sarwania Frodebo indiquent que chacun des 2 candidats présélectionnés a ses propres préférences quant au parti auquel il aimerait s'allier dans ces élections. Les acolytes de Pierre Nahimana préfère une coalition avec le parti CNDD-FDD, tandis que ceux de Léonce Ngendakumana aimeraient plutôt s'associer au parti d'Agatongwassa. La rédaction de la RPA a essayé de joindre les 2 hommes qui sont à la tête du parti Sarwania Frodebo, mais aucun d'entre eux n'a répondu à notre appel. Toutefois, le porte-parole du parti, en la personne d'Ophenias Nigaba, fait savoir que leurs préoccupations ne résident nullement pas à ce niveau pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas cette question qui nous hante. Mais je vous ai déjà que nous avons déjà arrêté une stratégie électorale. C'est-à-dire que nous allons faire un grand rassemblement. C'est-à-dire ceux qui vont nous rallier, ceux qui vont voir que nous avons presque les mêmes idéaux, nous allons nous mettre ensemble. Mais pour le moment, je répète, c'est pas ça qui nous hante. L'élection pour départager les 2 candidats est prévue pour le 9 novembre. Janvier Ninina Hazgui. Adoption ce mercredi par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Un projet qui leur réserve un traitement de dignité compte tenu de la façon dont ils ont accédé au pouvoir. Le point avec Emmanuel Neyongeko.
Le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/20 du 9 décembre 2004, analysé par le Conseil des ministres tenu ce mercredi, a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux. Ce projet de loi rappelle que le chef de l'État est une personnalité importante pour le pays qui mérite d'être traité avec dignité durant ou après l'exercice de ses fonctions. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, dit que ces avantages seront accordés au président compte tenu de la manière dont il a accédé au pouvoir. La légitimité d'un chef d'État dépend de la façon dont il a accédé au pouvoir. Un président qui a accédé au pouvoir par un coup d'État ou par un simple consensus d'un groupe de politiciens n'a pas la même considération qu'un président élu démocratiquement. Les présidents qui ont dirigé le Burundi jusque-là sont classés en 3 catégories. La première catégorie est constituée par ceux qui ont accédé au pouvoir par un coup d'État. Il s'agit de feu Michel Micombero, feu Jean-Baptiste Bagaza ainsi que Pierre Buyoya. La deuxième est composée par les présidents qui ont accédé au pouvoir par un consensus politique comme feu Cyprien Hadjamira, Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye. La dernière catégorie est constituée par les chefs d'État issus des élections, feu Melchior Ndadaye et le président actuel Pierre Nkurunziza. Signalons que les anciens chefs d'État burundais ont perdu certains avantages qu'ils bénéficiaient après l'exercice de leurs fonctions. Le privilège d'être sénateur à vie leur a été retiré par la Constitution promulguée en mai 2018. Emmanuel Niyongeko, une courte pause et nous abordons la page gouvernance de ce magazine. Les agents de la police anti-émeute affectés au boulevard du 1er novembre qui travaillent près de la place de l'Indépendance sont pointés du doigt dans les actes d'intimidation et de corruption à l'endroit des citoyens qui ne respectent pas les feux de signalisation. Ces citoyens demandent que ce travail soit accompli par les agents de la police de roulage. Les détails avec Éloge Divin, Remesh. Les conducteurs de véhicules qui empruntent le boulevard du 1er novembre font savoir que quiconque brûle les feux de signalisation se voit arrêté brutalement par des agents de la police anti-émeute. Des arrestations qui causent parfois des embouteillages. Les conducteurs sont contraints de s'arrêter en pleine rue et une discussion est engagée entre eux et les policiers. La circulation est ainsi bloquée. La dite discussion ne se termine que lorsque ces agents de la police anti-émeute empochent une certaine somme d'argent auprès de ces usagers de la route. Une fois que le chauffeur n'est pas coopératif, des menaces et intimidations lui sont proférées, parfois accompagnées de coups de poing, témoignent les mêmes sources. De telles situations se produisent sous les yeux des agents de la police de roulage qui se positionnent devant l'ancien immeuble de la compagnie Econet Léo et sans aucune intervention. Selon des sources de la RPA, pendant la journée, ces agents de la police anti-émeute circulent en petits groupes sur la place de l'Indépendance. Tandis qu'à la tombée de la nuit, l'effectif s'accroît et commence à guetter les conducteurs qui ne respectent pas les feux de signalisation. Pour cette population, le fait d'enfreindre une loi ne devait pas être sanctionné par des intimidations, menaces et corruption. La police de roulage est plutôt appelée à faire respecter la loi telle qu'elle est libérée. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Antoine Nemako, commandant de la brigade anti-émeute, pointé du doigt pour qu'il s'exprime sur les allégations des conducteurs de véhicules. Tout comme Wangibigui Roger, commandant de la police de roulage, car son téléphone était éteint. Éloge Divin, Rémicha. Le dernier dossier de ce magazine traite de l'éducation où les lauréats de certains établissements secondaires de la municipalité de Bujumbura s'insurgent contre le retard du ministère de l'Éducation dans l'octroi de leur diplôme de fin d'études. Ce retard influe négativement aux préparatifs de ces lauréats pour s'inscrire dans les universités qui ouvrent leurs portes très prochainement. Les détails avec Walter Quitzer. Ces grandes des élèves sont consécutives au retard observé dans l'octroi des diplômes de fin des études des humanités générales. 3 mois après la passation de l'examen d'État, ces élèves ne savent pas à quand ils vont avoir leur diplôme. Ces élèves indiquent éprouver des difficultés dans leurs préparatifs pour s'inscrire à l'université. Ils demandent au ministère de l'Éducation d'entrer en contact avec les universités pour un éventuel report des inscriptions. S'ils ne donnent pas ces diplômes à temps et qu'ils les donnent au mois de janvier, je pense que le ministère ordonnera à ces universités d'attendre et de reporter les inscriptions au mois de mars ou avril. Les choses ici restent compliquées. Le ministre de l'Éducation avait pris la décision de reporter les remises de diplômes pour enquêter sur les élèves qui ont déchiré les uniformes à la fin de l'examen d'État. La rédaction a essayé de joindre Djouma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation, pour s'exprimer sur ce retard dans l'octroi des diplômes, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci à toi Walter Cuizire. Ici sur ce reportage que nous mettons en point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 1er novembre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'équipe technique, Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.